Bienvenue à tous et bonjour à vous. C'est un grand rendez-vous spécial, guerre en Ukraine, pour tenter de mieux comprendre les effets, les conséquences d'une telle invasion russe sur le sol européen. Notre invité est au cœur du dispositif européen, justement, au plus près des décisions sanctions qui sont prises en ce moment. Il nous accorde aujourd'hui sa première prise de parole et je l'en remercie. Bonjour à vous, Thierry Breton. Bonjour. Vous êtes commissaire européen au marché intérieur. Avec vous, nous évoquerons ce nouvel équilibre, ou plutôt déséquilibre mondial, international, et puis également les conséquences très concrètes sur l'Europe, la France, l'impact sur les marchés du gaz, du blé notamment. Je salue pour cela aujourd'hui ceux qui vont vous interroger avec moi. Nicolas Barret des Échos, bonjour à vous. Bonjour Sonia. Et Mathieu Bock-Côté, bonjour. Bonjour. Alors également présente pour suivre et analyser la situation qui évolue à chaque instant. Vous le savez, elle est grand reporter au Figaro, ancienne correspondante à Moscou, auteur notamment de La Reconquête russe. Sa connaissance des enjeux géopolitiques nous est précieuse. Merci d'être avec nous et bonjour à vous, Laure Mandeville. Bonjour. Et la situation, eh bien, c'est l'armée russe qui progresse en Ukraine, fait une percée cette armée dans la ville de Kharkiv. On va écouter et regarder cette séquence, la nuit, les bombardements. Dans ce contexte guerrier, le mot de négociation a été prononcé ce matin, nous en parlerons, mais tout d'abord, Thierry Breton, qu'est-ce qui ne sera plus jamais comme avant? D'abord, les images que nous venons de voir le montrent. C'est la guerre. C'est la guerre en Ukraine. C'est la guerre aux portes de l'Europe. Je rappelle que l'Ukraine a 4 frontières avec l'Europe. Qu'est-ce qui ne sera plus jamais comme avant? D'abord, la relation avec la Russie. Je crois qu'il faut que tout le monde en soit conscient. On ne peut plus faire confiance, évidemment, au gouvernement russe, et en premier lieu au président, Vladimir Poutine. C'est acté, c'est certain. Donc beaucoup de choses vont changer, et en particulier tant que ce gouvernement sera en place. Parce que voyez-vous, on a eu beaucoup de discussions, d'interrogations sur les velléités. On va en reparler évidemment tout au cours de l'émission. Certains vont nous dire, et en particulier les historiens, qu'au fond, tout ceci était peut-être un peu écrit. Il suffisait de lire les discours, les propos de M. Poutine, dont il apparaît évidemment qu'il ne s'est jamais remis, il l'a dit lui-même du reste, de la chute de l'Empire soviétique. Il n'a cessé de le dire. À ce titre, il est toujours intéressant d'écouter les autocrates. Parce qu'au fond, ils ont un axe. Et puis, leur temps n'est pas notre temps. C'est important, c'est une différence avec nos démocraties occidentales. Bien sûr, le temps des autocrates, ils l'ont en main. Ils font subir du reste les conséquences à leur peuple. Et puis, le temps de la démocratie, il est plus long, il est plus complexe, mais on y est attaché. Et au fond, aujourd'hui, vous m'interrogez sur Sonia Mabrouk, qu'est-ce qui ne sera plus jamais comme avant? C'est qu'on voit bien, on a d'un côté le choc de notre démocratie, de nos valeurs, de notre état de droit, avec ses forces, avec ses faiblesses aussi, et avec ce à quoi nous sommes attachés, et puis de l'autre côté, le choc des autocrates. Voilà ce dont il s'agit. Plus rien ne sera comme avant, on va continuer à en parler. Alors ce matin, je le disais en introduction, il y a le mot négociation qui a été prononcé. On a envie de comprendre avec vous, Laure Mandeville, de quoi il s'agit. Quelle est la stratégie de Vladimir Poutine? Il est en train d'encercler Kiev. Alors pourquoi des négociations maintenant? Écoutez, je crois qu'il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord le fait que je pense que Vladimir Poutine a un peu déconnecté du réel, et comme l'a dit Thierry Breton, tout à sa volonté de revanche, son ivresse de revanche, je dirais, contre à la fois l'histoire avec un grand H, contre la fin de l'URSS, contre l'Occident, qu'il estime être responsable en fait de cet effondrement soviétique, et contre l'Ukraine qui a osé vouloir exister par elle-même. Donc tout ça a fait qu'il s'est lancé dans cette aventure, mais il pensait que cette expédition serait plus facile que prévu. C'est-à-dire je pense qu'il a complètement sous-estimé la réalité du peuple, de la nation ukrainienne. Et c'est très intéressant, parce que comme c'est un ancien officier du KGB, il y a une sorte de mépris
des peuples, déjà. Et puis, il y a cette idée qu'il a longuement développée sur les pages de grands articles sur l'histoire du pays, selon lequel, pour lui, la nation ukrainienne n'existe pas. Et donc, il a été extrêmement surpris, je vais juste terminer, il a été extrêmement surpris de voir qu'il y avait une résistance. Et je pense qu'il joue sur plusieurs tableaux. D'un côté, pour lui, il n'y a pas d'autre voie que d'aller jusqu'au bout de la victoire. Et en même temps, s'il peut arracher une capitulation sans créer un bain de sang, évidemment qu'il essaiera de le faire. Vladimir Poutine a sous-estimé la capacité de résistance de l'Ukraine. Thierry Breton, est-ce qu'il a sous-estimé aussi les réactions de l'Europe, et notamment en termes de sanctions, notamment l'Allemagne qui a fini par bouger sur le système SWIFT pour interdire les banques russes d'opérer? Oui, je le crois. Je le crois, et je voudrais dire en cet instant que on oppose, au fond, on a peut-être tendance à vouloir opposer la brutalité d'un Vladimir Poutine qui est, et je me tourne vers l'historien, M. Bocoté, qui est en fait dans le monde d'avant. Il utilise les narratifs d'avant. Il utilise, je dirais même, les éléments de la terreur. On l'a entendu suggérer de façon à peine voilée l'usage même de l'arme nucléaire. C'est quand même pas rien. Pour justifier, non pas pour maintenir un équilibre, comme ceci avait été plus ou moins bâti, conçu, mais pour justifier de son intervention et de demander effectivement ce que personne ne bouge. C'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé. Alors bien sûr, et je veux le dire aussi à nos téléspectateurs et à nos auditeurs, il ne s'agit pas pour nous en Europe et pour nous Occident, parce que c'est ça dont il est question, de dire qu'on va se battre avec des sanctions contre des chars. Mais c'est la réalité. On n'est pas naïf. Non mais on n'est pas naïf. C'est la Je crois réalité vraiment qu'on est en train de se passer. C'est pas du tout ça. Ce C'est-à-dire qui se passe aujourd'hui, Sonia Mabrouk, c'est sur le terrain. Et sur le terrain, c'est l'Ukraine qui est au combat. En ce qui nous concerne, pour répondre à M. Barré, en ce qui nous concerne, effectivement, M. Poutine avait sous-estimé, comme l'a dit Mme Mandeville, sans doute, la réaction unanime de l'Occident, y compris de reste un point que je veux signaler à cet instant, qui est le fait que dans la résolution qui a été portée donc, au Conseil de sécurité de l'ONU contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie, M. Poutine s'attendait à ce que la Chine le soutienne, elle s'est abstenue. C'est un signe qu'il faut prendre pour ce qu'il est. Donc aujourd'hui, évidemment, les sanctions, elles sont importantes dans la mesure où elles vont isoler. Oui, mais isoler dans combien la de Russie. temps, Mais ça va Breton, commencer. Elles sont à moyen terme, long terme. Même si c'est, dit-on, financière atomique, elles prendront le temps qu'il faut. Alors que nous sommes, bien sûr, mais Sonia comme Mabrouk, vous savez, on est aussi dans un monde où la finance anticipe. Moins 40% pour la bourse de Moscou vendredi. Moins 40%. Vous savez, les oligarques qui sont au pouvoir, ils regardent ça. Ils sont aussi impliqués, y compris directement désormais, par les sanctions. Et puis, j'ajoute une chose. À partir du moment où vous figurez sur une liste de sanctions, y compris, c'est une première, parce que là aussi, c'était pas gagné, je tiens à le dire. L'Europe unanime a décidé nommément de mettre sur les sanctions et M. Poutine et son ministre des Affaires étrangères, M. Sergueï Lavrov. Ça veut dire qu'effectivement, désormais, ils sont dans la chaîne, y compris dans la chaîne de responsabilité, y compris dans la chaîne de responsabilité au regard de ce qu'ils font en ce moment en Ukraine. Est-ce qu'on peut imaginer Poutine étant, si les choses ne se présentent pas comme il le souhaite, c'est-à-dire une évasion très réussie très rapidement, qu'il décide de se tourner vers les États baltes et d'en attaquer un directement pour tester justement la solidité de l'Occident sur le plan militaire? On a tout ça évidemment en ligne de mire. Je me rendrai du reste moi-même dès ce mercredi dans l'ensemble des États baltes pour m'entretenir avec les présidentes et présidents et premiers ministres des États baltes, les trois. Parce qu'évidemment, l'Europe est intégralement solidaire de ce qui se passe dans les États baltes. Et je tiens à le rappeler, l'OTAN, dans son article 5, saura utiliser ce qui doit être fait si jamais il y avait, ça a été dit du reste par un certain nombre de responsables, et en particulier par mon collègue Josep Borrell, le haut représentant, mais aussi par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui exerce en ce moment avec beaucoup de talent du reste et de détermination la présidence donc, des ministres des Affaires étrangères de l'Union. Il n'y a pas un millimètre qui pourra être passé, évidemment, sans des réactions massives de l'OTAN. C'est normal. Ceci dit, les préoccupations dans ces pays-là, M. Bocoté, elles sont vivaces et on le comprend. Non, si vous m'interrogez
sur les risques que nous voyons plutôt à moyen terme, et peut-être même à court terme, hélas, c'est plutôt en Moldavie ou c'est plutôt en Géorgie. C'est là où je crois qu'il faut porter notre attention. C'est important ce que vous dites quand même. C'est-à-dire Géorgie et Moldavie sont à surveiller de très près. Bien sûr. On va y venir. Laure Mandeville, pour ceux qui nous regardent à l'instant et ceux qui nous écoutent, on entend parler de négociations. Il y a des villes qui sont encerclées, celle de Kiev notamment, et on sait qu'il y a des combattants tchétchènes. Est-ce que d'abord il y a la preuve de ces combattants qui sont aujourd'hui sur le sol ukrainien, et est-ce que Vladimir Poutine pourrait les actionner? Malheureusement, ils ont la réputation, et ce n'est pas seulement une réputation, d'être aguerris et je dirais même cruels. Oui, absolument. C'est en réalité une grosse souci de préoccupation, je pense, à Kiev, parce que Ramzan Kadyrov, qui est donc le despote qui a été mis par Vladimir Poutine à la tête de la Tchétchénie pour la mater à la fin de la guerre absolument atroce qui a permis d'écraser la Tchétchénie, a fait une réunion il y a quelques jours, le 25 février, devant une foule de 10 000 combattants tchétchènes qui se trouvaient à l'intérieur de son palais, pour les appeler à partir aider donc la Fédération de Russie à remplir son devoir et à donc écraser l'Ukraine. Et donc on dit que 10 000 à 20 000 combattants tchétchènes seraient en marche vers l'Ukraine, et qu'il y en aurait déjà plusieurs milliers qui sont apparemment déjà sur le terrain. Il y a eu notamment la BBC qui a capté des enregistrements en fait, de conversations entre Kadyrov et un de ses adjoints qui montrait en fait que des troupes étaient déjà présentes sur le terrain. Et donc c'est vrai que je dois dire que ayant couvert la guerre de Tchétchénie, je suis très très inquiète de ce qui pourrait se passer dans les prochains jours, parce qu'on s'est félicité de la capacité de résistance des Ukrainiens, mais ce qui se passe, c'est que les Russes ne sont pas encore passés à une véritable assaut sur Kiev. Et donc, si vous voulez, je pense qu'il y a une hésitation. Ils ont encerclé Kiev, mais si véritablement ils passent à l'attaque, ça risque d'être absolument terrible, et surtout de revenir à la technique traditionnelle russe quand ils attaquent des villes, qui est celle de ce qu'on appelle Yermolovchina en russe, c'est-à-dire c'était le général Yermolov qui rasait les villes qu'il soumettait au Caucase au XIXe siècle. On va continuer à en parler. Vous soulignez ce risque. Il y a également, on va en parler avec vous, Thierry Breton, c'est très important pour l'Europe, eh bien l'exode massif, les réfugiés à présent qui arrivent et en grand nombre. Comment les accueillir? Y a-t-il un devoir de notre part de les accueillir? Et je le disais, nos téléspectateurs et auditeurs, véritablement les conséquences très concrètes pour nous aussi en France, le gaz, le blé, le pétrole. Restez avec nous, votre édition spéciale, le grand rendez-vous se poursuit. Une courte pause. Et bien sûr, c'est un grand rendez-vous spécial guerre en Ukraine. Nous sommes avec notre invité principal qui nous accorde sa première prise de parole. Il est au cœur du dispositif européen. C'est le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton. Pour cette émission, c'est Laure Mandeville, grand reporter au Figaro, qui nous accompagne pour analyser minute par minute les événements. Nous parlions juste avant la pause bien, de cet exode, Mathieu Bock-Côté. Un exode massif de réfugiés, déjà plusieurs dizaines de milliers, presque 100 000 en Pologne, à ce qu'on en comprend. Est-ce qu'on peut s'attendre à un exode massif de réfugiés ukrainiens en Europe? Et est-ce le devoir de l'Europe de les accueillir? Bon, je crois, M. Bock-Côté, que vous utilisez le bon terme. C'est un exode. Effectivement, on est tous frappés, je dirais émus, par les tragédies qui se déroulent sur les routes aujourd'hui. Pour rejoindre l'Ukraine, pour rejoindre la Hongrie. Mais ça, l'émotion nous guidait. On était tellement dans l'émotion parfois. Et ce qui est intéressant, si je peux me permettre, c'est que tous les pays européens sur les frontières accueillent aujourd'hui, j'allais dire à bras ouverts, que ce soit la Roumanie, la Hongrie, la Pologne, tous ceux qu'on a pu entendre s'exprimer différemment du reste, en d'autres temps, M. Bock-Côté. Ils sont tous présents et unanimes pour accueillir à bras ouverts ces malheureux qui viennent évidemment avec l'espoir, Sonia Mabrouk, de venir temporairement, parce qu'ils ont tous l'espoir de revenir dans leur maison qu'ils abandonnent. Parce qu'il y a aussi de l'autre côté des frontières, déjà, des diasporas bien établies et qui sont prêtes à les accueillir. Donc la réponse c'est oui, bien entendu. L'Europe unanime, et les premiers d'entre eux sont tous les pays des anciens blocs de l'Est,
vont accueillir Bien sûr, ces mais réfugiés. Monsieur Breton, il faut mettre les pieds Et dans donc- le plat, il faut dire pourquoi, et et donc- il faut dire les choses qui fâchent aussi. C'est un exode, ce sont des réfugiés qui sont dits proches culturellement des Européens. Est-ce que c'est cela qui explique l'unanimité aujourd'hui d'une réponse européenne qu'on n'aurait peut-être pas vue pour d'autres pays, avec un exode de réfugiés culturellement, religieusement plus éloignés des Européens? C'est une J'entends vraie question. Sonia Mabrouk et je comprends, évidemment, votre question et les auditeurs aussi, avec nous. Mais ce que je viens de dire, si vous me permettez, c'est que précisément, nous sommes dans un cas où là, il s'agit de frontières, de frontaliers, de frontières limitrophes. Et très honnêtement, que n'a-t-on dit du reste sur le comportement des Polonais aujourd'hui? On le voit, les Polonais sont exemplaires dans cet accueil. Mais pas que, les Hongrois aussi. Que n'a-t-on dit du reste sur le comportement des Hongrois et de M. Orban? Donc on est dans une logique évidemment frontalière et d'assistance qui doit du reste peut-être nous faire réfléchir à votre question, parce qu'au fond, quelqu'un qui va prendre la route de l'Exode, quand il la prend, c'est jamais, ou très rarement, libre de son choix. bien sûr. Et parce qu'il en fait, il en veut, c'est vraiment son ambition de le faire. Et on le sait. Donc maintenant, évidemment, juste pour revenir, et je voudrais vraiment insister sur ce point. On aura peut-être l'occasion d'en reparler au cours de l'émission, mais l'Europe est en train de changer beaucoup plus vite qu'on ne le croit et qu'on ne le pense. Je suis là aussi, si vous en voulez, pour apporter des témoignages. Naïveté, Bien entendu, des années d'aveuglement, et on va en parler. Bien entendu, vous avez raison. Je dirais peut-être plus que de louvoiement, de naïveté. Mais quand on voit le retournement, cette nuit, de l'Allemagne, hier, également de l'Allemagne, sur les exportations avec quelle pression, d'armes. avec quelle Bien pression. entendu, mais bien entendu, vous avez raison, Sonia Mabrouk. Et ça n'a pas été simple, je le dis, parce que c'est effectivement 70 ans de credo, de posture, qui, j'ai pas peur de le dire, viennent de voler en éclats. Mais vous voyez, et c'est dans ce sens que nous sommes dans un monde nouveau. Mais Thierry Breton, le vrai test, est-ce que ça ne sera pas quand la Russie prendra des mesures de contre-riposte par rapport aux sanctions qu'on a prises? Par exemple, que se passera-t-il si la Russie coupe le gaz, par exemple? Est-ce que vous pensez que l'Allemagne restera aussi ferme Mais la sur ses Russie a positions? déjà commencé. Elle a annoncé dès hier que, vous saviez peut-être que il se trouve qu'à Kourou, on utilise un certain nombre de fusées, des fusées évidemment Ariane, des lanceurs, mais aussi des lanceurs Soyouz. Elle a annoncé qu'elle retirait ses employés du pas de tir pour gêner l'Europe. Ça ne nous gêne pas. Je l'ai dit du reste. Ça gêne moins que de couper le gaz. Bien sûr, mais donc elle a commencé. Donc on se fait aucune illusion. Là encore, Sonia Mabrouk, nous ne sommes pas naïfs. Les scénarios ont été étudiés. Ils sont étudiés. Il y aura du reste, dès cet après-midi, une réunion des ministres de l'énergie, ensemble. On est parfaitement au fait des dépendances, notamment des dépendances qui sont très significatives et de l'Allemagne et de l'Italie. Je note, malgré tout, que malgré ces dépendances, c'est vrai que ces deux pays, parce que quand on est en responsabilité, on se doit de prendre en compte l'ensemble des éléments et des parties prenantes, ont peut-être tardé un petit peu, mais ils ont rejoint, et je tiens vraiment à m'en féliciter, le concert unanime des pays européens sur les sanctions, y compris les plus dures, et ça continuera parce qu'il y aura un troisième paquet de sanctions. On parle beaucoup. Et donc, effectivement, vous avez raison, sur le gaz, on a parfaitement anticipé. Et je tiens à le dire ici, on a suffisamment de gaz et d'énergie pour passer évidemment l'hiver et l'été. Il faut donc se préparer dès maintenant à la prochaine saison. C'est ça dont il s'agit. Ça voudra dire évidemment accroître le gaz liquéfié. Ça voudra dire faire en sorte que des investissements importants soient faits très rapidement. Ça voudra dire réorientation de grandes stratégies, mais pour l'heure, y compris par parenthèse, sur un débat que je porte, et vous le savez, Nicolas Barré, sur le retour nécessaire du nucléaire ou maintenir des centrales qui avaient été programmées pour être fermées, alors que la situation dans laquelle elles fonctionnaient leur permettait de fonctionner. Va falloir revoir tout ça, vous savez. Et cela oblige à une forme d'introspection, évidemment, pour l'Allemagne ces dernières années. Mais restons sur ce qui se passe avec les images là que nos téléspectateurs, surtout, regardent. Vous parlez beaucoup de l'Europe. Parlons aussi, Laure Mandeville, des États-Unis. Il y a une évidence, évidemment, Poutine est l'agresseur. Toutefois, est-ce qu'on peut s'interroger aujourd'hui, avec un peu de recul, sur la stratégie américaine? Par exemple, pour l'ancien ministre Hubert Védrine,
Védrine, nous avons fabriqué une sorte de Frankenstein avec Poutine. Il y aurait une forme de responsabilité occidentale à ce qui est en train de se passer. Je le dis avec beaucoup de mesure, j'emprunte ces mots-là à l'ancien ministre. Est-ce que vous êtes d'accord sur cela et sur une forme non pas de responsabilité, mais d'accompagnement, de laisser-faire américain? Écoutez, c'est en fait une question très compliquée parce que Hubert Védrine, je pense que sa posture, c'est moins l'histoire de l'accompagnement que l'idée que l'Occident finalement n'a pas, que l'OTAN a avancé vers les frontières russes et a d'une certaine manière suscité ce sentiment paranoïaque d'encerclement de la Russie. Alors que l'idée de l'accompagnement, c'est un peu différent. Il me semble que effectivement, il y a eu un vrai problème à la fin de l'URSS, où vous avez eu où la Russie, finalement, est un pays qui avait perdu la guerre froide, mais qui n'était pas du tout dans le contexte de l'Allemagne, par exemple, en 1945, où elle était véritablement vaincue militairement. Et donc, il y a eu tout le processus, disons, à la fois d'un pays vaincu, mais qui a fait aussi son mea culpa historique, etc. Alors que nous avons une Russie, si vous voulez, qui est sortie, qui est toujours dans les décombres du communisme, qui a commencé à se reconstruire avec un Boris Yeltsin qui tendait la main à l'Occident, effectivement. Et donc, il y a eu des tentatives peut-être maladroites, peut-être insuffisantes de l'Occident qui ont commencé, mais c'est vrai que l'Occident n'était pas préparé à aider la Russie comme il le fallait. Et en même temps, vous avez eu pratiquement immédiatement la réémergence, je dirais, du monstre. C'est-à-dire que le gros problème, c'est que la rechute russe, elle a commencé pratiquement tout de suite. C'est-à-dire qu'on a vu, par exemple, il y a eu la guerre de Tchétchénie qui avait commencé en 94. En 93, vous avez le bombardement du Parlement russe. C'est-à-dire que c'était très difficile aussi de se mettre à construire une architecture de sécurité, comme on dit aujourd'hui, avec un pays qui manifestait quand même un potentiel de violence extrême. Et donc, si vous voulez, tous ces éléments ont fait qu'effectivement, il y a eu l'accord Russie-OTAN, il y a eu, on a fait rentrer, malgré la première guerre de Tchétchénie, la Russie au sein du Conseil de l'Europe. Il y avait eu beaucoup de discussions à l'époque, etc. Mais tout cela n'a pas suffi. Il me semble que, plus que le problème de l'OTAN lui-même, ce qui a été un élément absolument catastrophique sur le plan mental pour convaincre Vladimir Poutine et l'ensemble de cette direction russe qu'il pouvait avoir les mains libres, c'est le comportement américain à l'extérieur, c'est-à-dire l'Irak, 2003, la Libye, effectivement c'était 2010. Et donc cette idée que les Américains utilisent hors du droit international la force pour aller bombarder des pays et les mettre complètement à terre. Et donc aujourd'hui, il est absolument convaincu. Il y a eu l'histoire aussi qui a beaucoup marqué les esprits de 1999, l'histoire du Kosovo, le bombardement de Belgrade, etc. C'était un continuum. Je pense qu'il y a eu un continuum, si vous voulez, de frustration et de leur propre démon et volonté de force et si vous voulez retour à ce qu'était en fait la matrice en fait soviétique sans l'idéologie, mais l'utilisation de la force, la haine de tout ce qui est occidental, etc. Et ce comportement américain qui a fait qu'ils sont partis dans leur propre logique en se disant nous allons créer notre ordre mondial puisque les Américains font le leur. Bien, vous nous direz ce que vous en pensez dans quelques instants, Thierry Breton, parce qu'il faut que l'on parle aussi évidemment de toutes ces années avant que l'on arrive à une telle situation. Nous parlerons également dans quelques instants très concrètement évidemment des grandes puissances. C'est un ordre international qui a été profondément chamboulé. Chine, Inde et puis les pays africains, il ne faut pas les oublier. Et très concrètement, nous parlerons de cyberattaques, de propagande. L'Élysée hier a affirmé qu'il y aurait maintenant une lutte contre la propagande russe sur le sol européen et français. Alors de quoi s'agit-il? À tout de suite, dans quelques instants, votre grand rendez-vous spécial se poursuit. Nous venons d'évoquer, Thierry Breton, le rôle également des États-Unis et finalement l'Occident face à l'ogre, certains disent russe. Est-ce que nous sommes aujourd'hui des puissances déclinantes? C'est-à-dire que Poutine a su flairer une faiblesse et parce qu'il sait qu'on n'attaquera pas militairement, il y va. Je crois que c'est juste l'inverse qui se produit. Ah bon? Quand on regarde, c'est juste l'inverse. Nous sommes, aujourd'hui, en Europe, et je vais rebondir sur ce qui a été dit, nous avons un projet.
nous sommes une puissance, je le rappelle du reste, dont le budget militaire est 3 à 4 fois supérieur du reste à celui de la Russie. Donc nous sommes une puissance en mouvement. Nous sommes une puissance du reste qui fait envie, qui attise les convoitises. Quand on écoute ce qu'on vient de dire, au fond, et on relit peut-être, M. Bocoté, l'histoire, non mais au fond, tout était dit déjà, tout était inscrit. Moi je peux apporter témoignage. Dans le cadre de mes responsabilités, je voyais tous les jours des déstabilisations de la part de la Russie, dans tous les domaines qui sont les miens, que ce soit les supply chains, que ce soit, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Sonia Mabrouk, on en parlera si vous le voulez, les médias, la désinformation, la cybersécurité. Mais au fond, tout était écrit. Et donc, en fait, on arrive à un moment... Tout était écrit, mais personne ne l'a vu venir. C'est ce que tout le monde dit, c'est une uchronie, si vous permettez, à l'envers, j'allais dire. Mais en fait, derrière cela, ce que je veux dire, c'est que l'Union européenne, 445 millions d'habitants, premier marché mondial, deuxième budget militaire mondial. Pardon, écoutez. Mais on se gargarise avec ça. Non, on se gargarise pas. Poutine sait on se gargarise pas. Nous ne sommes pas armés. On est entouré, Sonia Mabrouk. Et je crois qu'il faut le dire avec beaucoup de hauteur de vue, mais aussi d'humilité. On est entouré d'anciens empires. Il faut les respecter en tant que tels. Ils ont leur histoire. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, le poids de l'histoire. Le poids de la géographie, on le vit en ce moment, mais le poids de l'histoire est important. Mais quand on est effectivement un ancien empire soviétique, et on voit bien que visiblement le président Poutine ne s'en remet pas, et peut-être avec lui un certain nombre de Russes du reste, et qu'on est 145 millions d'habitants et qu'on sait que la démographie fait que dans 10 ans on n'en sera plus que 120 millions, dont 30% qui seront musulmans et chrétiens, vous venez de le rappeler. Quand on est dans cette logique-là, avec le PIB qui est celui, vous le rappelez, je veux pas du reste, c'est pas péjoratif dans la bouche, c'est à peu près celui de l'Espagne, un peu plus que celui d'Espagne. Et qu'on est au fond, comme le disent certains diplomates, c'est vrai, une caserne, certes, mais aussi, alors il y en a qui le disent, j'aime pas reprendre ce terme, donc je le prends pas à mon terme, mais il a été utilisé, une pompe à énergie ou à essence. Eh bien c'est vrai que c'est un risque. Mais voyez-vous, on a également, et donc c'est à charge pour nous précisément, de gérer... Pas seulement la Russie, il y a la Chine en face. Non, attendez, dans les empires qui nous entourent, oui. Il y a aussi l'Empire ottoman, qui a été un ancien empire. Et donc il faut aussi l'intégrer. On a vu que la volonté, le jeu de ces empires déclinants, c'est effectivement en permanence de faire en sorte qu'ils vont vouloir déstabiliser le projet européen. Eh bien, je le dis aujourd'hui. Et je peux en porter témoignage. Depuis 2 ans, l'Europe a fait des pas de géant. Bien sûr, pas encore suffisant, mais que ce soit dans la souveraineté, que ce soit pour la première fois. Je suis aussi le commissaire à la défense. C'est la première fois qu'il y a un commissaire à la défense. Est-ce que la différence fondamentale, c'est pas que d'un côté, on est devant des empires qui sont prêts à utiliser la force devant une Europe qui, aussi puissante soit-elle, ne s'y résout pas? On dit la même chose, M. Bocoté. Parce qu'effectivement, et c'est là où effectivement, il faut absolument, d'une part, gérer notre puissance. Parce que nous sommes un continent, et nous sommes effectivement un continent en puissance. En devenir, mais en puissance, et qui va de l'avant. Et effectivement, c'est notre responsabilité, c'est vrai, de faire en sorte de trouver des liens avec ceux qui n'ont pas cette dynamique, et qui vont tout faire, et on le voit, je peux vous le dire, vous savez, je l'ai vécu pendant les vaccins. Je veux juste un mot. Je l'ai vécu pendant les vaccins, où effectivement, la volonté en permanence de la Russie a été de nous déstabiliser avec ce vaccin Sputnik, dont je ne porte pas de jugement du reste sur les qualités scientifiques, mais pour essayer de nous fragiliser. À tout instant, c'est ça. Alors la Chine, bien sûr... Il y a un autre empire qui essaye de nous fragiliser, qui n'est pas déclinant. Alors, bien sûr, alors il n'est pas... C'est pas notre voisin. Je parlais de nos voisins. C'est pas notre voisin, mais vous avez parfaitement raison. Et ce que nous voyons aujourd'hui doit nous instruire, évidemment, sur ce qui se passe en Chine. Comparaison n'est évidemment pas raison. On parle là d'1,4 milliard de personnes, c'est-à-dire 10 fois plus, excusez du peu, que la Russie. C'est autre chose, et vous avez raison en matière, notamment avec ce qui se passe avec Taïwan. Là aussi, on essaie d'écrire ou de réécrire, M. Bocoté, l'histoire, avec un point pour nous, qui est absolument essentiel. Parce que moi, mon rôle, voyez-vous, si vous me permettez modestement d'y revenir, c'est de préparer tout cela, d'essayer d'anticiper autant qu'on puisse le faire, et en particulier avec la conséquence. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez dire que l'envahissement de Taïwan, c'est écrit, ça aussi? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, c'est dit. Je ne sais pas si c'est écrit. Je ne sais pas si c'est écrit. Je ne sais pas si c'est écrit, mais vous avez lu, comme moi, ce que dit M. Xi Jinping. Vous l'avez lu. Il a justifié de sa, comment dirais-je, prolongation, on va dire, par le fait que c'était sa volonté. Et moi, qu'est-ce que j'en tire comme conclusion? Je dirais, qualité de commissaire au marché intérieur et donc des entreprises. C'est que si jamais, tout de suite,
nous n'anticipons pas la maîtrise totale des semi-conducteurs sur notre territoire, on est aujourd'hui dépendant à plus de 50% de Taïwan, nous serons dans la main, effectivement, des Chinois, avec des conséquences terribles, éventuellement géopolitiques, éventuellement sur nos chaînes d'approvisionnement. Et vous l'avez vu, pour la première fois dans notre histoire, on met 43 milliards d'euros sur la table pour être autonome. Et on peut dire ça dans de très nombreux domaines. Compris, on avance, mais on avance, les sanctions mais à nos rythmes et au rythme de notre démocratie. Mais on avance. Attendez, allez-y, Mathieu Bock-Côté. J'allais dire, est-ce que le portrait que vous faites de l'Europe, c'est toujours une immense Allemagne, c'est-à-dire une superpuissance économique qui n'est pas une superpuissance politique, qui est encore moins une superpuissance militaire. Or, le militaire revient au cœur du jeu politique aujourd'hui. Je ne partage pas votre analyse. Je croyais que c'était la vôtre. Je ne partage pas votre analyse parce que nous sommes effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, la deuxième puissance militaire mondiale. On a un budget qui est le deuxième. Alors là, vous avez raison. Mais on n'a pas une armée en étant de marche. Mais on n'en aura pas. Mais on n'en aura pas. On a encore une fois. C'est comme si vous me disiez l'OTAN. Mais c'est comme si vous me parliez. C'est comme si vous me parliez de l'OTAN. Il n'y a pas d'armée en état de marche. C'est effectivement une mutualisation. C'est une mutualisation effectivement de nos ressources. C'est ça dont il s'agit. On a mis en place pour la première fois, et j'en étais modestement l'artisan, la première fois, un fonds de défense pour mutualiser nos investissements. C'est sûr que ça prend du temps. J'en suis bien conscient. Mais je tiens à vous le dire. Je participe à toutes les réunions des ministres de la Défense de l'Union européenne. L'état d'esprit a totalement changé. Thierry Breton, et donc, effectivement, je tiens à vous dire, on disait un monde d'avant, un monde d'après. Eh bien, je vais vous le dire. Thierry Breton, oui, les auditeurs qui nous écoutent, les gens qui nous regardent, ils voient ces images aujourd'hui de Kiev ou d'autres villes qui sont bombardées. Et ils entendent en même temps des grands responsables nous dire, mais nous sommes prêts, nous avions anticipé, il y a des fonds d'investissement, etc. Cette distorsion, j'allais dire, nous éclate à la figure aujourd'hui. Je crois que ce n'est pas du tout ce que je dis, j'entends ce que vous dites, mais ce n'est pas du tout ce que je dis. On parlait de la comparaison avec la Chine, et on parlait effectivement des conséquences éventuellement sur Taïwan, Sonia Mabrouk. Maintenant, effectivement, on parle de ce qui se passe aux portes de l'Europe, avec là une mutualisation, pas uniquement que de l'Europe, y compris des États-Unis, y compris du Canada, pour non seulement condamner, mais également soutenir, et y compris soutenir, en livrant, comme vous l'avez vu, des armes, pour soutenir la résistance, parce que c'est de ça dont il s'agit, en Ukraine. Et voilà, on est effectivement dans cette situation. Mais si vous me demandez si effectivement les États-Unis vont envoyer des troupes en Ukraine ou l'Europe, je crois que vous connaissez la réponse. Ils l'ont même déjà dit bien avant que cela n'arrive. Donc vous connaissez la réponse. Certains disent que c'est là le problème. Laure Mandeville, on aimerait vous interroger aussi sur la volonté des Ukrainiens, mais depuis un certain temps, parce que on a l'impression, est-ce que c'est le cas, que les Ukrainiens voulaient ardemment faire partie de l'OTAN, que c'était un projet qui date depuis longtemps. D'abord, est-ce que c'est vraiment le cas ? Écoutez, non, ce n'est pas le cas du tout depuis le début. C'est-à-dire, moi, je me souviens très bien, j'ai couvert en fait toute la période très importante de la Révolution Orange. Pour rappeler en 2 mots, c'est en 2004, quand il y a des élections en Ukraine. Juste avant ces élections, Vladimir Poutine va à Kiev soutenir son candidat qui était à l'époque au pouvoir, Monsieur Yanukovych. Il organise même une parade absolument impressionnante avec force, chars, matériel militaire pour impressionner le peuple frère ukrainien pendant cette parade. Et ensuite, vous avez ces élections où il y a des fraudes énormes, le peuple se mobilise, il est jugé qu'il y a eu des fraudes énormes et que c'est en fait le candidat d'opposition, Viktor Yushchenko, qui a gagné. En plus, il a été défiguré par un poison administré dans des circonstances extrêmement bizarres lors d'une rencontre avec les services de sécurité ukrainiens qui sont liés à l'époque à la Russie. Et donc, vous avez cette espèce de mobilisation populaire avec 3 millions de personnes dans les rues. Je me souviens de ce sentiment national naissant. Mais à l'époque, vous avez encore 90% des Ukrainiens qui ne pensent absolument pas à rentrer dans l'OTAN. Et à partir de là, vous avez une période dans laquelle la Russie commence à, je dirais, exercer un chantage tous azimuts, une pression tous azimuts contre l'Ukraine,
qui est alors gouverné par un gouvernement justement disons, occidental, avec chantage gazier. Je rappelle qu'en 2006, maintenant, l'Europe se réveille sur la question du chantage gazier, mais ce chantage gazier, moi je me souviens, j'ai écrit des dizaines de papiers pour dire, mais que font les Européens ? Mais les Européens disaient, nous, ça ne nous concerne pas, parce que les Russes, en fait, mettaient une pression terrible sur les Ukrainiens, à l'époque, qui se retrouvaient sans gaz. Et puis, un jour, en 2006, tout d'un coup, on a commencé à voir qu'il y avait moins de gaz aussi pour nous, parce qu'ils commençaient à couper le gaz. Et donc, ça a réveillé un petit peu les Occidentaux qui ont dit il faut créer l'indépendance énergétique. Et puis, on n'a toujours pas l'indépendance énergétique. C'était en 2006. Au fond, l'Allemagne de Merkel a été un peu aveugle. Je suis absolument d'accord. Et je voulais juste dire un truc, c'est que justement, j'ai étudié les journaux allemands des derniers jours. Ils sont d'une sévérité à l'encontre de leurs dirigeants terrible aujourd'hui. Il y a un réveil. Oui. Je lisais un article d'un journaliste allemand qui parlait d'un dialogue avec la Russie jusqu'à la perversion. Et qu'il fallait absolument changer. Et il y avait une autre chose que je voulais dire, que si vous voulez, que je voulais rajouter, c'est sur la Chine. Je pense que sur la Chine, on sous-estime la sorte d'arrière que représente la Chine pour Moscou aujourd'hui dans sa bataille. Même s'ils n'ont fait monsieur le commissaire, que seulement s'abstenir à l'ONU, on est parfaitement conscient de tout cela. Aujourd'hui, les Chinois disent c'est la faute des Américains ce qu'il se passe. Et on peut très bien imaginer que si les Russes prennent Kiev et arrivent malgré tout avec le sang et le fer à établir leur mainmise sur l'Ukraine, les Chinois, profitant de ce que ça voudra dire en termes d'affaiblissement de l'Occident, pourraient tenter leur chance à Taïwan. Tout ceci, vous avez parfaitement raison, fait partie des scénarios probables. Un petit point sur ce que vous avez dit, deux choses. D'abord, sur l'OTAN, je rappelle que... oui, on a l'impression que c'est en fait d'une certaine façon la renaissance de l'OTAN, parce que pour être peut-être précis, si vous permettez, par rapport à l'analyse que vous venez de faire, ceci s'inscrit dans une période où, par ailleurs, l'OTAN décline massivement jusqu'à cette phrase du président de la République que vous connaissez. Donc c'est dans ce contexte-là, effectivement, vous avez raison, que les Ukrainiens n'avaient pas manifesté le souhait de rentrer dans une organisation qui rentrait en état de mort cérébrale. Donc c'est vrai, vous avez raison. Maintenant, c'est vrai aussi, et du reste, je peux en prendre des témoignages. Non, ça, je crois qu'à ce moment-là, ils étaient au contraire pour entrer déjà. Pardon, mais moi j'étais aussi, j'ai assisté à des entretiens, y compris directement avec lui, avec le président Trump, avec Ursula von der Leyen, où le président Trump ne manifestait pas tout simplement son souhait de sortir de l'OTAN. Donc il faut voir aussi ce qu'on a vécu et ce qu'on vit, y compris avec les incertitudes absolues de ce qui se passe aux États-Unis, où on a la moitié de la population dont on ne sait pas exactement où elle est, en tout cas en ce qui concerne ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, et vous le savez. Donc aujourd'hui, la conclusion qu'on en tire, c'est qu'effectivement, plus que jamais, l'Europe doit prendre son destin en main, y compris par rapport, oui, je n'ai pas peur de le dire, aux erreurs qui ont pu être commises. Vous avez raison, la presse allemande est très sévère aujourd'hui, y compris sur les années de la chancelière Merkel. Bien sûr, il faut lire la presse allemande sur la sortie unilatérale du nucléaire avec les conséquences que l'on sait, alors que les centrales fonctionnent encore, sur le rapprochement effectivement avec la Russie, j'allais dire aussi sur des discussions rapides avec la Chine. Bien sûr, aujourd'hui, la presse allemande est extrêmement critique, y compris du reste l'ancienne ministre de la Défense qui... Ursula von der Leyen. Non, Akaka. Je parle d'Akaka qui dit... quand même que je parle d'Akaka qui dit finalement on s'est trompé. Donc quand je vous dis qu'aujourd'hui il se passe quelque chose, bien sûr il était temps, mais moi je vous le dis, il se passe quelque chose en Europe. Et pour reprendre votre première question, il y aura un avant et un après, la réponse c'est oui. Et également le sentiment qu'il n'y a plus un pays seul face à ce choc des empires qui pourra résister. Et dans ce contexte, oui, on regrette bien le fait que les Anglais nous aient quittés, parce qu'aujourd'hui, et surtout pour eux, parce qu'il n'y a pas un pays aujourd'hui qui peut résister seul à ce qui se passe. On ne peut résister qu'en étant un continent. On va continuer quand même à vous interroger sur les années de naïveté européenne. Pardon, on va marquer une courte pause, on va se retrouver. Il va être question aussi de propagande ou de lutte contre la propagande russe, ce qu'a annoncé hier l'Élysée. Alors beaucoup de questions se posent. Et puis, y a-t-il un risque d'une cyberattaque massive russe sur notre sol? Toutes ces questions juste après une courte pause. À tout de suite.
Et nous poursuivons ce grand rendez-vous spécial guerre en Ukraine avec notre invité, le commissaire européen Thierry Breton. Les analyses également de Laure Mandeville, grand reporter au Figaro, avec vos connaissances sur évidemment cette région et la géopolitique. Laure Mandeville, quand même une question pour planter, si je puis dire, le décor. Les Ukrainiens sont en train de résister, en tous les cas Kiev résiste, Zelensky résiste, et beaucoup disent que ce sont les Ukrainiens qui se battent en ce moment pour l'Occident, pour les Européens, au nom des valeurs. C'est parfois un mot fourre-tout, mais des valeurs qui sont les nôtres. Exactement. Moi, je trouve ça assez frappant. Et je suis complètement d'accord avec cette idée qu'aujourd'hui, les Ukrainiens se battent pour nous aussi. Ils se battent pas seulement pour leur terre et par patriotisme qu'ils ont visiblement vissé au corps, mais aussi pour nous. Et la question qui se pose, c'est est-ce que nous sommes encore capables de nous battre ? Est-ce que nous avons la volonté, en fait, la volonté politique? Parce que on sait très bien que dans la guerre, et on est face à une véritable guerre, on l'a dit, une guerre hybride qui nous touche, qui va nous toucher, on va en parler, des informations, etc. Mais nous sommes dans une guerre, et donc est-ce que nous avons la volonté? Et Thierry Breton parlait de d'un changement en Europe, un changement de monde. La question, ça va être, est-ce qu'il y aura une volonté de se battre et pas une espèce de division et de pusillanimité si qu'on vous a le permettez, vu pendant si c'est longtemps. effectivement l'objet, pour la première fois, de ce qu'on appelle la boussole stratégique, c'est-à-dire le fait que pour la première fois, les Européens se sont mis ensemble pour définir au nom de quoi on allait engager des forces et on allait se battre. Et vous avez raison, c'est la première fois que ça arrive. Mais ça arrive. Alors maintenant, on se bat aussi sur le terrain de l'information. On se bat aussi dans l'espace informationnel, parce que celui-là, il n'a pas de frontières. Et on le voit tous les jours chez nous. Et au fond, quand on réécrit l'histoire, ce qui s'est produit, on l'a vu, la désinformation, elle est sur nos territoires depuis maintenant de nombreuses années. Mais est-ce qu'ils ne sont pas plus forts que nous, les Russes, sur ce terrain-là? Parce que je ne dis pas qu'ils sont plus forts, ils ont zéro scrupule. Zéro scrupule. Et ils ont absolument zéro scrupule. Ils sont en guerre. Et on est peut-être un peu trop naïf. Alors oui, on est peut-être un peu trop naïf. Je tiens à le dire du reste. Moi, je suis en contact évidemment avec nos régulateurs. Donc, les régulateurs, ce sont les régulateurs qui ont pris des décisions. Un certain nombre de pays, du reste, ont pris des décisions importantes, tout simplement d'interdire désormais, notamment une chaîne de propagande, on va appeler comme ça. RT, la chaîne RT. Russe sur le territoire européen, ils l'ont interdit. Et vous voulez que ce soit fait en France également? Eh bien d'abord, je n'ai pas, moi, non, mais votre opinion, votre avis. Moi, Sonia Mabrouk, je suis commissaire européen, donc je dois respecter. Et ancien ministre français. Et ancien ministre français, mais ce sont les régulateurs. Je me félicite, peut-être une façon de vous répondre, que des régulateurs aient pris ces décisions déjà dans 4 pays européens, et j'estime que c'est important, effectivement, de regarder très précisément ce qui se passe, et qu'il faut continuer à le faire. Mais quelle est la nuance, aussi. Thierry Breton, quand même, bien sûr qu'il faut lutter contre la propagande, et on l'entend tous, et c'est un vrai sujet. Mais c'est un chemin de crête aussi, puisqu'il y a, nous sommes en temps de guerre. Comment faire la différence entre des informations qui doivent arriver aux Européens et à commencer, si vous le permettez, qui doit le faire? Et d'abord à commencer, si vous le permettez, sur ce qui se passe en Ukraine. Je me suis entretenu cette nuit avec le vice-premier ministre d'Ukraine, M. Fedorov, qui est par ailleurs en charge du numérique, pour faire le point avec lui sur l'état de la situation informationnelle, on va dire, dont j'ai la responsabilité au sein de la commission, et donc en particulier, est-ce qu'Internet fonctionne encore? Pour l'instant, ça va. Mais on sait que c'est très fragile, et c'est la raison pour laquelle il faut avoir effectivement des infrastructures souveraines qui permettent de le faire. Et je sais qu'aujourd'hui, on est en train de regarder ce qu'on peut faire si jamais Internet venait à être coupé. Si jamais les Russes, par exemple, coupent des câbles sous-marins. Bien sûr. Ça, c'est un scénario qui est sur la table. Et je dois le dire que c'est aussi celui que j'étudie, moi, pour nous, si jamais ça se passait. Bien sûr, c'est un élément de souveraineté désormais absolument impératif. Deuxièmement, quels sont le jeu, effectivement, des acteurs, et notamment des acteurs occidentaux? On peut penser, évidemment, à Facebook. On peut penser à YouTube. Il m'a indiqué que c'était avec YouTube qui avait le plus de problèmes aujourd'hui en matière de propagande. J'aurai un entretien dès cet après-midi avec la présidente de YouTube, parce qu'il faut impérativement, là encore, que les plateformes jouent leur rôle. Troisièmement, quels sont le rôle aussi que ces plateformes peuvent jouer, j'allais dire également, Sonia Mabrouk, pas uniquement donc en Ukraine, on suit ce qui se passe en Ukraine. On va parler dans un instant de la cybersécurité également, qui est un autre sujet. Mais on suit ce qui se passe donc en matière de désinformation et d'infrastructure. Mais il y a aussi la capacité de faire également, dans les mesures des contre-mesures, en Russie. Bien, on comprend. Proposer également, faire en sorte que ces plateformes continuent à exercer en Russie. Il faut effectivement, là aussi, qu'elles agissent. Très bien.
Internet, pas les câbles, on a anticipé. Et si Kiev tombe ce soir, demain, après-demain, avec aussi des combattants tchétchènes, imaginons ce scénario malheureusement du pire pour les Ukrainiens, qu'est-ce qu'on fait? Que fait-on? Quel moyen d'action à ce moment-là, de coopération avec les Ukrainiens? Encore une fois, est-ce qu'on a déjà sorti toutes nos sanctions et c'est terminé? Alors d'abord, on va être très précis, c'est effectivement des scénarios qui, hélas, sont des scénarios qui sont possibles. Ils sont évidemment sur la table. L'échéance, personne ne le sait. Je pense qu'il ne faut mieux pas trop s'aventurer sur les échéances, mais il est évident que ça fait partie des scénarios, hélas, qui sont aujourd'hui sur la table, même si nous sommes tous, comment dirais-je, impressionnés, vous l'avez dit, par la capacité de résistance du peuple ukrainien qui ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. C'est aussi peut-être un élément à prendre en compte dans l'analyse. Maintenant, effectivement, il y a qu'est-ce que veut Poutine? Il veut un ordre nouveau. Il va tout faire pour établir cet ordre nouveau, comme il l'a fait en Biélorussie. Voilà, c'est ça son cheminement. Et donc, il veut effectivement essayer de faire. Combien de temps ça va tenir en Biélorussie? Combien de temps ça tiendra en Ukraine? Ça sera effectivement la question qu'il faudra se poser. En contrepartie, il est évident que les sanctions vont continuer à se durcir. Bien. Oui. En contrepartie, il est vrai que Poutine... On a compris, mais c'est important, vous me posez une question, j'essaie d'y répondre. Bien sûr, il est là. Il est là, et peut-être que tous ceux qui ont soutenu le régime, y compris M. Poutine, feront leur aggiornamento. Oui. J'espère qu'ils le feront. Oui. Il n'en demeure pas moins que nous. Il n'en demeure pas... Non, je parle pour nous. Vous savez, beaucoup me disent ce qu'on va faire. Il n'en demeure pas moins que nous. Nous continuerons certainement encore plus solidaires, que les sanctions vont se poursuivre et qu'évidemment, il faudra qu'on discute peut-être de l'impact que ça aura, l'impact économique sur eux, mais aussi sur nous, parce qu'il y aura aussi un impact, il faut l'assumer. On va le rappeler, ce matin, nous avons appris qu'il pourrait, je le mets vraiment conditionnel, y avoir des négociations, et c'est le lieu des négociations pour l'instant qui bloque, et aussi le principe. Laure Mandeville, en une minute, si vous pouviez nous résumer la situation et les défis, j'allais dire là, à très court terme. Oui, je crois qu'on est, si vous voulez, effectivement, dans cette situation où Kiev, le grand point d'interrogation, c'est combien de temps les Ukrainiens peuvent encore tenir et est-ce que le pouvoir russe, Poutine, va lancer toute la force militaire à l'assaut de Kiev et des grandes villes d'Ukraine et utiliser, ce que j'appelle moi un scénario à la tchétchène pour finalement soumettre et mettre en œuvre son projet qui est le projet de détruire ce qu'il appelle l'anti-Russie. C'est-à-dire de réincorporer l'Ukraine dans le giron russe et de faire qu'on ait un nouvel ordre international qui émerge. C'est ce qu'on lit aujourd'hui dans les agences officielles russes. Et donc, comment on fait et qu'est-ce qu'on fait si Kiev tombe? Je lisais un article de Newsweek qui citait des sources américaines haut placées disant on va avoir un vrai problème. Quels seront nos canaux à ce moment-là de coopération ou d'aide aux Ukrainiens? On est dans le noir absolu et donc c'est vrai que d'un côté il y a eu cette admiration pour la capacité de résistance des Ukrainiens, mais peut-être que nous sommes finalement incroyablement optimistes sur ce qui va se passer dans les prochains jours. Prochains jours, prochaines semaines, la guerre sera longue, comme l'a dit le président français. En tous les cas, merci pour votre analyse, Laure Mandeville. Merci pour votre première prise de parole accordée ce matin. Thierry Breton, commissaire européen. Je remercie également mes camarades Mathieu Bocoté et Nicolas Barré. Les éditions spéciales se poursuivent, notamment sur CNews et Europe 1. On vous souhaite un bon dimanche sur nos deux antennes.